Donc merci d'être venu nous rejoindre ici au Centre d'Ailleurs, à Chavarot, où il se passe beaucoup de choses décidément. Un lieu extrêmement convivial et où il y a de la vie. On est heureux d'accueillir Pierre Juquin pour... alors l'occasion, le prétexte, c'est la sortie du 2e tome de l'immense biographie qu'il a écrit sur Aragon, qu'il a bien connu. Aragon, poète français, sa vie est un roman. On le découvre en lisant ces 2 tomes, 1600 pages au total, un travail absolument phénoménal. Je voudrais dire 2-3 mots sur Pierre. Voilà, moi comment je l'ai connu. Lorsque je faisais de la radio à France Bleu, j'ai fait appel à lui. Alors c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui me fascinait d'une certaine façon. Je m'intéressais beaucoup à la politique dans les années 70, à partir de même 68, tout ça. Et c'était une personnalité que j'aimais bien écouter, voir. J'aimais sa force de conviction. Il défendait des idées. Il avait une dialectique absolument passionnante. Et je rêvais de le rencontrer, ce monsieur. Voilà. Je savais pas que ça se ferait un jour. Et puis, il s'est trouvé que, oui, donc en faisant de la radio, à une époque, au moment du passage à l'an 2000, j'avais fait une série que j'avais appelée Les Témoins du siècle. J'avais demandé à des personnalités de venir parler du siècle qui s'était écoulé et de ce qu'ils imaginaient du siècle qui commençait. Et là, Pierre a bien sûr accepté de venir. J'étais assez impressionné et on s'est rendu compte tout de suite que, je sais pas, les 3 heures qu'on avait passées ensemble, ça ne nous suffisait pas pour échanger tout ce qu'on avait à dire. Et moi, je n'étais pas au bout de mes questions. Et par la suite, je lui ai demandé plusieurs fois d'intervenir au coup par coup à la radio à l'occasion d'événements particuliers. Je me rappelle, le 11 novembre, il venait témoigner, parler de la guerre. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué quand il était enfant et plus tard. Il l'a montré dans ses engagements. Et puis on est devenus presque amis au moment où il m'a un jour appelé en 2005 pour me dire voilà, les éditeurs me sollicitent pour écrire mes mémoires et j'aimerais bien que vous m'aidiez à le faire. Non pas pour l'écriture, c'est quelqu'un qui écrit très bien, mais il m'avait demandé de l'aider à accoucher de ce qu'il avait en lui. C'est-à-dire qu'on a travaillé pendant 1 an et demi, j'allais le voir avec un enregistreur. Et puis on discutait, voilà, j'étais un peu moi aussi un témoin et je lui posais des questions sur son parcours, ce qui m'intéressait, ce qui pouvait intéresser le public. En rentrant chez moi, j'écrivais ça et je lui renvoyais les éléments et il écrivait à partir des idées un petit peu qu'on avait changées et bien d'autres qu'il avait en tête. Et donc ça a donné lieu à l'édition de ses mémoires en 2007, un livre qui s'appelle « De battre, mon cœur n'a jamais cessé », qui est extraordinaire parce que, et on va en parler un petit peu, il avait vécu de très près, évidemment, des tas d'événements, en particulier les épisodes du programme commun, les négociations. Il était en première ligne dans les négociations entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Donc, il avait gardé tous ces éléments avec lui il avait des traces papier de beaucoup de choses, et puis bon, on va en parler de tout ça. Et puis je savais, moi, pour en avoir parlé comme ça dans des discussions, qu'il avait ce travail sur Aragon. Je savais qu'il avait ça, il avait déjà travaillé sur Louis Aragon, et j'ai insisté peu à peu, j'ai dit bon, il faudrait écrire quelque chose. Ça s'est passé comme ça, je trahis rien, Pierre. Et puis j'en ai parlé à un éditeur un jour, qui a dit tout de suite mais oui, il faut le faire, mais comment, mais Pierre Juquin il avait quelque chose sur Aragon, oui on va le faire. Et là l'aventure a commencé et voilà, donc les 1600 pages de ces 2 tomes, je crois que les critiques sont absolument unanimes, tous les journaux, toutes les radios, il n'y a pas eu une fausse note dans les réactions, soit du monde politique, du monde culturel, des critiques littéraires. Ce travail monumental a été salué, Pierre. Alors, je vais m'arrêter là pour la présentation et vous allez prendre la parole. Alors, si vous voulez, on peut faire un premier... dans ce rendez-vous, on va faire un premier tome aussi sur votre parcours. Pierre Juquin qui est, il y a des gens qui sont très jeunes ici qui seront contents de faire votre connaissance, et puis il y a d'autres, ça va rappeler des souvenirs. Et puis après, on parlera d'Aragon. Alors pour aller vite, parce que
vos mémoires aussi, c'est un livre de 800 pages ou 700 pages. Pour aller vite sur votre parcours à la fois de votre enfance, vos parents, vos grands-parents, tout ce qui vous a marqué, l'Auvergne et votre parcours scolaire et universitaire, vous le dites souvent, un produit de la République. Alors, un enfant de la République, qu'est-ce que c'est pour vous un enfant de la République? S'il fallait expliquer un peu ça. Oui, je crois qu'on peut le dire ainsi, ou un pur produit de la promotion républicaine. Bon, ma famille était modeste, comme la famille de beaucoup de gens. Du côté de ma mère, c'était des artisans depuis le XVIIIe siècle. On le sait par des papiers, ils étaient à Clermont. Tapissiers, jardiniers, surtout tapissiers décorateurs. Mon grand-père maternel avait un atelier rue de la Treille, dès avant la guerre de 14, qui est aujourd'hui une librairie d'occasion. Et quand je rentre dans cette librairie, je pense que mon grand-père était assis là et il faisait des fauteuils, il y mettait des clous dorés, etc. Là aujourd'hui où on vend des livres. Du côté de mon père, c'était un peu différent, c'était un milieu beaucoup plus modeste. Mon grand-père paternel était un ouvrier agricole, sueur de long, comme beaucoup dans cette région, qui ensuite s'est engagé dans les mines. Il était mineur dans le bassin de Brassac. Et il était pratiquement illettré, et il a été dégrossi, comme beaucoup d'hommes de cette époque, à l'armée, parce qu'il fallait un minimum. Voilà, alors la mine a fermé à la fin de la guerre de 14-18, et il est venu travailler chez Michelin, où il s'est embauché parmi les Noirs. Comme vous le savez tous, les Noirs, c'était les OS qui travaillaient à la gomme. Sa femme était une personnalité assez originale. C'était une paysanne d'origine de la région de Brioude, Blel, et donc très attachée à la terre, à la propriété, mais en même temps une anarchiste. Et vous savez peut-être que après la Commune de Paris de 1871, il y a deux anarchistes qui avaient participé à la Commune, qui ont réussi, comme quelques autres, à s'enfuir, et qui sont venus dans ce pays très lointain, réfugiés du côté de Brioude. Ils ont fait de la propagande anarchiste. Aux archives départementales, on retrouve des traces de rapports de police signalant au préfet qu'il y a deux anarchistes qu'il faut avoir à l'œil. Et ils ont laissé des traces. Dans ce milieu qui était catholique, il y a des jeunes gens, des jeunes filles, qui ont subi, qui ont été sensibles à la propagande anarchiste. C'était le cas de ma grand-mère paternelle, qui était une anarchiste, mais enragée. Enragée au sens des enragés de Hébert pendant la Révolution française. À tel point que lorsqu'est venu le programme commun, donc bien plus tard, entre le Parti communiste et le Parti socialiste, elle était à ce moment-là en maison de retraite, elle est morte à plus de 100 ans, avec toute sa tête, comme on dit. Elle disait à mon père, « Ah, je l'ai encore vu à la télé, ce con-là, qu'est-ce qui va faire l'éloge des socialistes ?» Voilà, c'était votre grand-mère, hein? C'était ma grand-mère. Voilà. Et ils ont eu un enfant unique, mon père, donc à Clermont, parce qu'ils avaient quitté, enfin, après quelques années, qui a fait de bonnes études pour l'époque. Il est allé à l'école Amédée Gasquet, qui était le collège technique de la région, et il s'est embauché, je crois, après, à ce qui est aujourd'hui l'EDF, qui était à l'époque la compagnie hydroélectrique d'Auvergne. Oui. Le premier chantier sur lequel il a travaillé, c'est le barrage des Fades. Et puis, il a été mobilisé, comme tous les hommes faisaient leur service militaire, dans un régiment qui s'appelait 5e génie, tout ça. C'est un monde complètement passé, qui était le régiment des chemins de fer. C'est-à-dire un régiment qui construisait des voies ferrées pendant les combats pour amener des troupes, des munitions, etc. Et ça lui a donné l'idée, à la sortie de ce régiment, je crois qu'ils en faisaient 2 ans à l'époque, de postuler pour entrer au PLM, Paris-Lyon Méditerranée, qui était la compagnie, en grande partie privée encore à l'époque, de chemin de fer de la région.
Paris, Lyon, Marseille. Et il est devenu cheminot au service bois et bâtiments. Et à la nationalisation, dont il était un supporter, il a repris des études. La SNCF faisait beaucoup pour la promotion de ses salariés. Et il est devenu dessinateur à la SNCF. Voilà, vous savez tout. Voilà, donc vous êtes né, vous avez une sœur, je crois, Pierre, c'est ça? Vous avez, oui. Vos parents avaient 2 enfants, vous-même et votre sœur. Oui. Et à l'école, ça s'est plutôt bien passé. Oui, alors j'ai eu la chance d'aller dans 2 écoles de Clermont qu'on appelle toujours Saint-Jacques, en réalité Jean Massé, et la Barrière d'Issoire, en réalité Paul Bert. Et dans ces écoles, il y avait des instituteurs qui sortaient de l'école normale, qui étaient encore à peu près ce qu'on appelle dans l'histoire des hussards noirs de la République, c'est-à-dire des républicains très engagés dans l'école publique, la laïcité, la promotion des élèves par la voie républicaine, qui n'existe presque plus aujourd'hui. Et ils remarquaient les bons élèves. Alors, j'ai des souvenirs formidables d'un instituteur qui s'appelait monsieur Alexis Morel. Il buvait des bons coups, mais c'était un républicain anticlérical bon teint, qui était un formidable instituteur. Il ouvrait les esprits à des quantités de choses. Je me vois encore, au début de l'année, donc c'était fin 1939, début 1940, j'étais au cours moyen, 2e année, il y avait l'estrade, etc. Et arrive un inspecteur. Même M. Morel était terrorisé par l'inspecteur, ça se voyait. Et naturellement, il fait passer les bons élèves. Je suis appelé à plancher sur l'histoire, et c'était le serment du jeu de paume. Je m'en souviens comme si c'était d'hier. Et j'explique le serment du jeu de paume. Et j'ai compris depuis combien ces instits nous faisaient adhérer aux valeurs de la Révolution française, aux valeurs laïques, républicaines, ouvrières. Parce que je suis retourné voir à Jean Massé, à Saint-Jacques, le directeur actuel. Il m'a montré, ils ont tout gardé. Ils ont tous les registres depuis la création de l'école jusqu'à nos jours. Et alors, c'est émouvant, il l'avait préparé, il a retrouvé le registre des années où j'y étais, il voit un tel, Juquin, SNCF. Hein. Mon père avait signé en face. Il y avait essentiellement des ouvriers Michelin et des cheminots, plus quelques autres. Et à la Barrière d'Histoire, c'était un peu l'inverse, c'était une majorité de cheminots. Parce que c'était pour ça d'ailleurs qu'on avait déménagé. La plupart des cheminots à l'époque habitaient rue de la Pradelle, rue de la Cartoucherie, tout ce quartier. Voilà. Alors, vous aviez donc cette sensibilité, enfin, déjà des éléments qui sont transmis par cet instituteur et peut-être d'autres. Qu'est-ce qui fait que vous allez poursuivre une scolarité, alors vraiment avec beaucoup de réussite, le produit de la République, là, puisque vous allez aller à Normal Sup, l'enfant de cheminot de ces années-là, ces années 30, vous allez aller à Normal Sup, donc et brillamment. Comment ça se passe là? C'est l'instit, c'est M. Morel. Nous étions en 1940, au printemps, je pense à la mi-avril, quelque chose comme ça, et à l'époque, si l'on ne venait pas du petit lycée, c'est-à-dire les classes primaires qui existaient dans les lycées, il n'y avait qu'un lycée à Clermont pour les garçons, Blaise Pascal, et un pour les filles, Jeanne d'Arc, point à la ligne. Si on ne venait pas de ces classes-là où se trouvaient les enfants de profs, les enfants d'avocats, de médecins, de gens aisés en général, les gens venant de l'industrie, du milieu Michelin, etc., allaient plutôt dans les écoles privées catholiques. Saint-Alyre, Fénelon, etc. Si on ne venait pas de ces petites classes du lycée, le petit lycée, comme on disait, il fallait passer un concours d'entrée en 6e. On n'a plus idée de ce qu'était la ségrégation sociale à l'époque. C'était un concours départemental qui se passait en même temps que le concours des bourses. Et généralement, on avait les deux à la fois.
l'entrée en sixième et une bourse plus ou moins grande selon le salaire et les revenus des parents. Donc cet instituteur, M. Morel, je pense à la mi-avril, voit le moment arriver d'inscrire les élèves au concours qui se passait en octobre. Et mon père était en permission, son régiment était dans la région parisienne. Il le voit sur le trottoir. J'étais là, mon père m'avait amené, et il lui dit « Ah, il faut que je vous parle ». Il connaissait naturellement tous les parents d'élèves. C'est très différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Il vivait là où vivaient les parents, dans le même quartier, et il partageait beaucoup de choses avec eux. Et il lui dit, il faut que je vous voie parce qu'il est temps de remplir les papiers pour que votre fils passe le concours d'entrée en sixième. Mon père, radical, répond tout de suite, c'est hors de question. C'était pas vraiment une question d'argent, parce que les cheminots, après la nationalisation, avaient des salaires assez supérieurs à la moyenne, et mon père avait de la promotion. C'était l'idée que ça n'était pas fait pour nous. Ça n'était pas fait pour nous. C'était un truc pour des gens aisés, cultivés, voilà. Donc c'était une ambition trop grande, et puis même mal orientée. Et il lui répond, mais non, je veux qu'il aille à Amédée-Gasquet. Et ça fera d'ailleurs un très bon dessinateur SNCF. Alors l'autre insiste, et puis mon père repart, et il voit ma mère, l'instituteur, il assiste quelques jours après, je pense. Et il lui dit, alors j'ai parlé à votre mari, il faut absolument que Pierre aille passer cet examen, il l'aura d'ailleurs sans coup férir. Alors ma mère, qui venait d'un milieu un peu plus ouvert vers le beau, la culture, etc. Il y avait quelques livres. Il y avait des livres de la collection Nelson chez mon grand-père maternel. Elle était sensible. Donc, quelques jours après, j'écoute le soir mes parents discuter dans la cuisine, sur la pointe des pieds, et ma mère s'efforçait de convaincre mon père, qui était par ailleurs assez autoritaire, de remplir ce papier et que j'aille en sixième au lycée. Alors, mon père finit par céder de guerre lasse. Eh bon, si vous voulez, voilà. Et j'ai été inscrit. Je vais vous dire pourquoi j'ai été inscrit dans la classe d'allemand, et non pas dans la classe d'anglais, comme ça aurait paru naturel dans le milieu d'où je venais, où on n'aimait pas les nazis. On était avant l'attaque allemande contre la France. Je crois qu'il fallait rendre les papiers avant le 1er mai. Alors, ma mère demande à l'instituteur, qu'est-ce que je dois mettre, latin? Il dit, ah oui, indispensable. Alors, allemand ou anglais? Il lui dit allemand, parce que c'est là qu'il y a les meilleurs élèves, et c'est bon pour la grammaire. On peut le penser. Et puis ma mère, mon père était tout à fait anticlérical, un bouffeur de curé, comme on disait. Mais ma mère, c'était plus souple aussi. Et puis mon grand-père travaillait beaucoup pour les curés, les religieux. Il leur faisait des fauteuils, des tentures. Alors, elle décide d'aller voir le curé du Sacré-Cœur, boulevard Lafayette, qui était dans le coin, et pour lequel mon grand-père avait fait quelques fauteuils. C'était une église toute neuve à l'époque. Et le curé, je l'ai entendu raconter depuis, j'y étais pas. Le curé aurait dit à ma mère, l'allemand, c'est un bon conseil, du moment qu'il fait du latin. Alors, voilà comment je suis entré en sixième. Pierre, donc vous, à ce moment-là, vous l'avez évoqué, il y a la guerre, enfin la déclaration de guerre a eu lieu en septembre 1939 et nous sommes après. Là. Et là vous êtes après, vous dites au moment de l'attaque allemande a lieu le 10 donc mai. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête vous m'avez raconté le dernier Noël, et vous le racontez dans vos mémoires, le dernier Noël de paix en 1939. Mais là, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Vous avez 10 ans, 40, vous êtes... la guerre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit chez vous? Ce que je peux dire, voilà, c'est que d'abord, du côté de ma mère, s'intéressait à la politique, mais moyennement, assez peu. C'était une femme très malade, qui est morte d'ailleurs quelques années après. Mon père, lui, était très politisé, à gauche, mais surtout syndicaliste. C'était un cégétiste, très engagé dans la CGT cheminot. J'ai encore sa carte. En 1937 ou 1936,
il a été désigné et élu commissaire général au plein air de la SNCF. Parce qu'il était aussi passionné de sport, etc. Donc, j'ai entendu souvent mon père tenir un discours politique. Le 1er mai 1937, j'étais avec lui avenue des États-Unis. Nous défilions pour le Front populaire. Hein. Donc, ça vous marque beaucoup tout ça. Et mon père a commencé à éveiller ma sensibilité politique autrement que par cette ambiance lors d'un retour de voyage qu'il avait fait avec un groupe de cheminots à l'exposition internationale de Paris en 1937. Une exposition qui a eu beaucoup de mal à se tenir. Il se trouve, ça a été souvent reproduit sur des photographies, remarquées par les historiens, que 2 pavillons étaient dressés face à face. Le pavillon allemand, avec un aigle hitlérien, qui avait été construit par le futur ministre de l'armement de Hitler, Albert Speer. Et le pavillon soviétique, qui avait aussi une espèce de tour en béton, et au sommet duquel il y avait un couple qu'on trouve encore à Moscou par des expositions, où il a été ramené, un homme et une femme, une paysanne et un ouvrier, comme ça, très dynamique, qui brandissaient, je ne sais pas, la faucille et le marteau, ou quelque chose comme ça. Ils se faisaient face. Et quand mon père est revenu de ce voyage, qui avait dû durer un week-end, il a eu ces mots: il y aura la guerre. Et la guerre, ça sera entre l'Union soviétique et l'Allemagne. Et il n'a jamais bougé de cette opinion. Alors, quelques temps après, s'est produite la conférence de Munich, 1938, automne 1938. Les hitlériens avançaient de plus en plus. Ils avaient réoccupé la Rhénanie déjà, ils avaient occupé l'Autriche, annexé l'Autriche, ils réclamaient des morceaux de Pologne, la Tchécoslovaquie, et les Occidentaux, d'ailleurs, très fragiles et hésitants devant l'hitlérisme, nous étions gangrénés dans la classe politique, dans le journalisme, où des centaines de journaux recevaient des subsides, parfois très importants, de l'Allemagne hitlérienne. Il y avait une faiblesse à l'égard de Hitler. Puis on se disait, chez nous, il y a le Front populaire, en Espagne, il y a la guerre d'Espagne, où on va? Le patronat a même édité un petit journal qui a été peu diffusé, mais qui est un symbole incroyable, parce qu'il avait mis dans ce journal une manchette qui résumait la position de beaucoup de patrons de l'époque: plutôt Hitler que le Front populaire. Plutôt Hitler que le Front populaire. Il ne faut jamais perdre de vue ça, mais j'en dirai un mot tout à l'heure. Et dans cette situation, où en même temps, dans l'opinion française, dans la population, la guerre de 14-18 avait, avec des millions de morts et de blessés, laissé un traumatisme profond. La France était saignée à blanc. Les hommes ne voulaient pas recommencer la guerre. Donc il y avait un pacifisme un peu confus. Et on s'est dit, il faut céder à Hitler pour lui faire des concessions, pour le calmer. Alors on lui a cédé l'Autriche. Et en 1938, en fin septembre, il y a une conférence qui est improvisée. Hitler est hurlant, menaçant, entre d'une part Hitler et Mussolini, et d'autre part Chamberlain, un conservateur, ultra-conservateur britannique, qui avait des tendances un peu fascisantes, et Daladier, un radical, qui était le président du Conseil et qui était foncièrement anticommuniste et anti-bolchevique. On oublie d'inviter l'Union soviétique, la plus grande puissance européenne, à cette conférence. Et dans le dos de l'Union soviétique et des peuples, on dit à Hitler: vous voulez la Tchécoslovaquie, prenez-la. En gros, on lui en donne un morceau, et on sait très bien que quelques mois après ce qu'il a fait, il va prendre tout le reste. L'idée étant évidemment qu'il fallait essayer de retourner Hitler vers l'Est, qu'avec toutes ses armées, il se lance à la conquête de l'Union soviétique, de la Pologne, des pays de l'Est, et puis qu'on en soit débarrassé à l'Ouest. C'était aussi simple que ça. Je me rappelle mon père
après Munich, pour la première fois, il avait acheté un magazine dont c'était le premier numéro, je crois, ou un des premiers numéros, qui s'appelait Paris Match. Aujourd'hui, Match. Et il y avait toutes les images de la conférence. Je les ai gardées pendant toute la guerre. De temps en temps, je les feuilletais. Mon père avait dit, bon, il y aura la guerre. Et puis, en parlant d'Aladier, 12 balles dans la peau. Mon père était très tranchant dans les jugements. Il pensait que c'était une trahison, une capitulation. Je suis de ceux qui pensent qu'on pouvait à cette époque encore faire face à Hitler, même militairement. D'autant plus que nous le sommes aujourd'hui, et je pense quand même que dans les chancelleries des services secrets occidentaux, on en avait quelque idée, l'état-major allemand était divisé et hésitant, disant, si on se lance dans cette guerre, on sera battu, ce qui a été le cas. Et on aurait pu faire reculer Hitler, l'impressionner, mobiliser, il était encore temps. Je suis de ceux qui pensent que s'il n'y avait pas eu la capitulation de Munich devant Hitler, il n'y aurait pas eu à Auschwitz. Parce que là, les choses s'enchaînent. On lui laisse les mains libres pour tout faire et devenir la surpuissance qu'il a été. Voilà les souvenirs que j'ai de cette période. Et puis arrive la défaite française qui a surpris tout le monde. Tout le monde. Je dois dire toutefois qu'entre deux, il y a eu le pacte germano-soviétique. En 1939, brusquement, à la face d'un monde totalement sidéré, Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères d'Hitler, prend l'avion, va à Moscou. Ça avait été un peu négocié avant, mais pas tellement. On le sait aujourd'hui par les archives. Et il signe un pacte de non-agression avec Staline. Alors évidemment, aujourd'hui, on a hurlé la trahison, etc. Aujourd'hui, les historiens ont un jugement équilibré, nuancé là-dessus. Ils disent d'une part, Staline n'avait pas tellement le choix, les Occidentaux l'avaient lâché, et on dit souvent, Hitler et Staline, même chose. Il y a des aspects, les camps, hélas. Il y a eu des camps. Ouais. Et en même temps, il y avait des grandes différences. Il faut faire attention. Staline était un homme qui détestait la guerre, qui avait peur de la guerre, qui disait il n'y a rien de pire que la guerre, tandis qu'Hitler, toute sa politique était portée vers la guerre. Faire la guerre pour exterminer les peuples, dominer, etc. Alors, Staline a signé cet accord bancal avec Hitler pour gagner du temps, en disant peut-être qu'on arrivera. Et puis il pensait qu'à l'époque, la France avait l'armée la plus puissante d'Europe, même du monde, et que la guerre allait durer comme la guerre de 14-18, 5 ans. On a aujourd'hui des carnets pris par Dimitrov, qui était un secrétaire de l'Internationale communiste à Moscou, et qui notait les choses au jour le jour. On voit Staline lui expliquer, on va les laisser s'entrebattre, pendant ce temps, nous, on va construire notre industrie, qui est encore très en retard, faire des avions, des tanks, former notre armée, et on fera face. Le tort de Staline, tort énorme, c'est évidemment qu'il a trop fait. Il a fait des concessions à Hitler indignes, qu'il n'aurait pas dû faire et dangereuses. Par exemple, il a remis à Hitler des dirigeants communistes allemands qui étaient réfugiés à Moscou. C'est terrible. Il y a des récits où on les voit dans un wagon, ils ne savent pas où ils vont, ils arrivent à la frontière, les SS les attendent. Ils ne savent pas où ils sont. Rien. Il a fait des concessions beaucoup trop grandes, il a fourni Alors, du Pierre, matériel. Voilà. pour qu'on puisse profiter de tout ce que vous nous avez à nous dire, je voudrais dire que dans le deuxième tome d'Aragon, on retrouve l'affaire du pacte germano-soviétique. J'en parle un peu. Oui. Vous en parlez beaucoup, puisqu'il y a également à ce moment-là une chasse aux communistes qui démarre en France. Ils sont emprisonnés, ils sont jugés. Bon, on verra la position d'Aragon dans tout ça. C'est une partie de notre histoire qui est oubliée, ça, ou qui a été passée sous silence. Mais si on revient à vous pour l'instant. Donc vous arrivez à Paris. Alors, on passe les étapes. Hein. Vous avez eu déjà un premier contact avec Aragon en tant qu'élève au lycée. Vous avez découvert sa poésie, si je me trompe pas. Donc vous arrivez à Normal Sup, donc qui est une école prestigieuse. Vous méritez votre place. Vous ressentez aussi cette espèce de différence entre peut-être les Parisiens, les enfants des bonnes familles, et vous, le petit provincial,
qui vient d'on ne sait où, c'est ça, vous l'avez ressenti, hein? Ben, il y a deux choses que je dirais. La première, entrer en normal sup, ça peut arriver à tout le monde, à condition de bien travailler, mais il peut arriver à tout le monde aussi d'échouer, même si on est bon. Hein. J'ai toujours eu le sentiment que il y a aussi une part de chance, de hasard, etc. C'est pas la chose principale. Enfin, il faut jamais se pousser trop du col. Moi, je ne suis pas membre des associations d'anciens élèves des grandes écoles. C'est cette espèce de Gotha du savoir. D'autant plus qu'aujourd'hui, le genre de promotion républicaine dont Bourdieu ou moi-même, nous étions à la même promotion, nous avons bénéficié, ça n'existe plus guère, malheureusement. L'autre chose, c'est ce que vous dites, Jean-Marc. Quand je suis arrivé déjà en Cagne, à Henri IV, préparation à Normal Sup, j'ai eu le sentiment que je tombais dans un monde de jeunes intellectuels très différents de ce que j'étais. Je vais vous dire la vérité, hein. J'avais pratiquement jamais entendu parler de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Eux, ils naviguaient là-dedans, ils les connaissaient. Et ils parlaient un langage que je comprenais, mais qui m'était étranger. Hein? Je me rappelle qu'ils se moquaient de moi parce que, à l'époque, j'aimais bien Cyrano de Bergerac. Je parlais de Hugo. Oh là là. Je les nommerai pas, hein, je les nommerai pas parce que pour la plupart ils sont célèbres. Des gens célèbres. Il a eu des condisciples. Vraiment, c'était le comble du provincialisme, de la vulgarité et de l'ouvriérisme d'aimer Hugo. Il est vrai que Gide avait dit Victor Hugo, quel est le plus grand poète français? Victor Hugo, hélas. Hein. Il avait dit aussi, ou je ne sais pas si c'est un autre, il est bête, comme l'Himalaya. Voilà, donc, alors il colportait tout ça, et puis il parlait, il causait brillamment, c'était bourré d'allusions, tout ça, nous on était internes, et je dois dire que j'ai senti ce qu'est la différence, non pas de classe sociale, mais la différence socio-culturelle, et quel handicap c'est pour ceux qui n'ont pas baigné dans leur enfance au milieu des livres, du théâtre, etc., comme a fait Aragon, qui a bénéficié d'une enfance exceptionnelle. C'est un handicap. C'est un handicap, et je pense que ça m'a éclairé plus tard sur les problèmes de l'enseignement qui ne sont pas réglés. Ce handicap socio-culturel, il est toujours là. Et on peut tourner autour du pot, un peu de rattrapage par-ci, un peu de rattrapage par-là, pas mal de démagogie en abaissant le niveau des études, etc. Ça ne changera rien. C'est un immense travail en profondeur qu'il faut accomplir pour cultiver le peuple, pour cultiver la classe ouvrière, leur donner cet accès, qui est un effort que le Parti communiste a fait dans son histoire. Voilà, alors donc il y a cette... Mais vous prenez à peu près un an pour vous habituer. Oui, après... Pendant un an, vous ne parlez pas. Hein? Voilà, pendant quelques mois, je ne parle pas, c'était rare. Je me suis rattrapé depuis. Et après, voilà. Après j'ai eu leur estime. On élisait à Henri IV un secrétaire de promotion, le SEC. J'avais tout un langage codé. Et j'ai été élu, y compris par Vidal-Naquet, Paul Venn et tous ces illustres, Dominique Fernandez, l'écrivain, tous ces illustres camarades. Dominique Fernandez, qui, à la différence de certains autres, était un garçon charmant, extrêmement avenant, attentif, qui voyait bien qu'on n'était pas des imbéciles, les provinciaux pensionnaires, et qui n'avaient pas la morgue qu'avaient un certain nombre d'autres. Voilà. Donc là, on est à la fin de Normal Sup. On est en quelle année, Pierre, là? Écoutez, j'ai passé la grecque en 55. Donc là, vous êtes déjà engagé, alors politiquement. Oui, j'ai adhéré au Parti communiste. Alors, il y a le mouvement de la paix d'abord, ou c'est le Parti communiste? Non, c'est le Parti communiste en 54. Ça va à peu près en même temps. Il faut vous rendre compte qu'après la guerre, il y a eu une espérance immense. Je me vois encore dans la cour du vieux lycée Blaise Pascal, aujourd'hui conservatoire, et on était là, on discutait. Pour nous, c'était être très pessimiste que d'envisager une France socialiste au sens vrai du terme, communiste, développée seulement vers la fin du siècle. Il est pessimiste. On voyait, on allait changer le monde.
On avait l'impression que de cette Deuxième Guerre mondiale, qui avait coûté tellement cher au peuple, et notamment au monde du travail partout, il ne faut pas oublier que la résistance, c'est des généraux, des gens de droite, parfois des patrons, etc. Mais c'est avant tout des ouvriers. Mauriac a écrit en 1943, dans un écrit clandestin, qu'il avait signé Forez, la classe ouvrière est seule restée dans son ensemble, fidèle à la France profanée. Et on était très sensibles à ça. Évidemment, on était au fond tous communistes, même si on n'adhérait pas. En plus, il y avait un mouvement qui avait été créé, je le sais aujourd'hui, sur suggestion de Staline, qui ne s'appelait pas la jeunesse communiste, mais l'Union des jeunesses républicaines de France. Le siège était, si je me souviens bien, rue Blatin, dans une librairie qu'on avait conquise, qui était une librairie de l'armée allemande, dans laquelle j'ai pris comme un trophée, lors de la libération de Clermont, un Mein Kampf que j'ai toujours. Et je dis, il faut l'avoir lu. Il faut l'avoir lu. Et ce Mein Kampf était annoté au crayon par un officier, donc, qu'il avait pris dans la bibliothèque, c'était la bibliothèque des officiers, et les annotations me font dire, avec le recul aujourd'hui, que c'était certainement un enseignant. Parce qu'il notait tous les passages qui pouvaient être utilisés pour l'éducation des jeunes Allemands, des jeunes nazis. Il faut savoir, dans Mein Kampf, je le dis au passage parce que faut voir que la pensée de Hitler est une pensée plus construite qu'on ne le dit. Hitler savait où il allait depuis très longtemps. Mein Kampf est écrit au début des années 20, quand Hitler est provisoirement emprisonné. Et dedans, Hitler raconte, passage que je m'étonne de voir pratiquement jamais cité, mais combien d'historiens ont réellement lu Mein Kampf, je voudrais voir. Il raconte qu'il était dans la région d'Ypres, comme caporal, je crois, ou soldat, du côté allemand, naturellement, quand les premiers gaz, dits hypérites, ont été utilisés. Et il dit, j'ai réfléchi. Vous pourriez aller vérifier. Et je me suis dit que si on pouvait un jour utiliser les gaz pour gazer quelques milliers de juifs responsables et quelques milliers de communistes, l'Allemagne connaîtra enfin la grandeur et serait libérée des monstres qui la capent. C'est terrible. Ça vient de très loin. C'est une pensée qui s'est édifiée chez Hitler sous l'influence de l'antisémitisme, c'est sûr, mais qui l'a poussé dès l'origine jusqu'au plus extrême, c'est-à-dire ce qui conduira à la destruction, à la Shoah. Voilà, je passe là-dessus. Oui, on se trouve après la guerre dans un monde qu'on espérait pacifique, juste, sans colonie. Ça n'a pas été le cas non plus. Très vite, on a senti à partir de 1946, ceux qui, comme moi, étaient très politisés, que quelque chose commençait déjà à se désagréger. Je le raconte dans le tome 2 d'Aragon. Aragon arrive en 1944 à Paris comme le poète national, le chantre de la résistance. Tout le monde connaissait ses poèmes par cœur, qui avaient circulé dans la résistance. Et puis, il est fêté, mais au bout de peu de temps, on commence à le combattre, à le mettre à l'écart. Il y a eu la volonté très vite de rompre. Malraux est un porte-glaive de ça, casser la résistance, briser l'union de la résistance, isoler les communistes et s'engager vers autre chose. Je rappelle qu'au printemps 1947, ce ne sont pas les communistes qui partent du gouvernement. C'est le président du Conseil, un socialiste nommé Ramadier, qui met les communistes en dehors du gouvernement. Et je rappelle que ce n'est pas dû à une particularité des communistes français qui auraient commis une faute grave ou insultante. En même temps, les communistes italiens sont virés du gouvernement, les communistes belges sont virés du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de briser cette union des peuples, nationale et internationale, qui s'était faite dans l'antifascisme, et de préparer éventuellement une troisième guerre mondiale pour détruire le communisme. Alors ça, c'est et la guerre froide aussi. Je résume. Que vous évoquez très longuement dans le livre. Alors moi, ça m'a rendu. J'étais déjà pacifiste
parce que je détestais la guerre. Mon grand-père maternel nous racontait la bataille de Verdun, à laquelle il avait participé, tous les dimanches à peu près. Vous savez que ça me donne des fois des leçons, parce qu'il m'arrive de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de raconter une histoire très lointaine. À l'époque, ça avait 20 ans, et ça nous paraissait déjà, à nous les petits-enfants, très loin, la barbe. Il raconte le passé. Aujourd'hui, ce que je raconte, il y a 50, 60, 70 ans. Alors justement, Pierre, vous adhérez au PC en 1954. 53. 53, à la mort de Staline. À la mort de Staline. Qu'est-ce que vous allez chercher au Parti communiste? C'est la suite logique de toute votre culture politique Écoutez, Aragon m'a dit un jour, et ça résume parfaitement ma propre pensée, ma propre démarche, mon petit Parti communiste français, il a tous les défauts que tu lui connais. C'est ce que je cite. Il avait ajouté, parce qu'il met les petites pointes, et même d'autres que tu connais pas encore. Mais c'est le seul qui peut changer la vie. C'est le seul qui peut changer la société. Et moi, j'ai adhéré sur cette base-là. Staline, ça me gênait. J'avais vu un film qui s'appelait La chute de Berlin. Ça, c'était... Alors, il y a la guerre, tout ça, c'était une mise en scène fabuleuse. Et à la fin, on voyait, ce qui était faux historiquement, Staline arrivait en avion à Berlin, tout habillé en blanc, illuminé par les projecteurs, et il descendait comme un dieu marchant sur les eaux. Franchement, ça m'a jamais plu. Mais j'ai passé par-dessus tout ça en me disant, c'est la force avec laquelle on peut changer les choses. Voilà pourquoi je me suis engagé dans le Parti communiste. Et je vais vous dire mon opinion sur aujourd'hui. Je comprends très bien pourquoi les partis communistes se sont effondrés partout dans le monde, ou bien ne sont plus des partis communistes, comme le Parti chinois, mais... et puis même que ce sont de bonnes raisons, de bonnes causes. On ne pouvait pas soutenir ce qui se passait dans ces pays sur un grand nombre de plans. Mais qu'est-ce qu'il y a à la place? Rien. Rien. Il n'y a pas de force organisée, rationnelle, construite aujourd'hui, à l'échelle mondiale, pour changer ce régime insupportable de l'argent, du profit... de la justice. Et alors un parti, donc c'était vraiment un idéal qui était magnifique, vous en parlez aussi dans vos mémoires, et qui était soutenu par tous les intellectuels, ou presque. Enfin, il y avait des intellectuels de droite, bien sûr, mais il y avait beaucoup d'intellectuels au Parti communiste. Ah oui. Depuis avant la guerre. En 1934, le Parti communiste était encore dans une ligne très sectaire, en France, classe contre classe. J'ai retrouvé un rapport de police qui donne le texte d'un vote émis à la salle Gaillard à Clermont, je crois en 1928 ou 30, il y avait des élections, alors il y a un discours que le fonctionnaire résume, et puis il colle le texte de la motion votée à la quasi-unanimité ou à l'unanimité. S'engagent les présents, au cas où le candidat socialiste arrivera en tête au premier tour, à ne voter jamais pour lui. C'était la ligne. Naturellement, Hitler ayant pris le pouvoir en Allemagne, on se pose beaucoup de questions, ici, ailleurs et en URSS. Et on va faire le basculement qui consiste à s'allier aux socialistes et à d'autres républicains dans une ligne antifasciste, aussi bien en Espagne qu'en France. C'est le Front populaire, une initiative très importante. Et le Front populaire a ouvert, a été un appel d'air énorme pour les intellectuels. Des milliers, des dizaines de milliers d'intellectuels rejoignent ce qu'Aragon avait fondé et qui s'appelait la Maison de la Culture, qui n'était pas une maison, qui était une association dans tous les départements français. Un de ses adjoints, c'était Malraux. Et il y en avait d'autres. Gide était là au début, Picasso, combien d'autres. Et Louis Guillou, enfin, il y avait des débats. Hein, le Parti communiste pour sa part, la CGT réunifiée et une masse énorme d'intellectuels démocrates étaient rassemblés dans l'antifascisme. Je raconte par exemple, il y a eu à la Mutualité en 1935 un congrès mondial des écrivains contre le fascisme. 9 prix Nobel, Thomas Mann, etc. Des centaines d'écrivains sont là, qui parlent
de toute tendance pratiquement. Mauriac qui n'avait pas pu venir, il s'était excusé. C'est ce qui se retrouvera dans la Résistance. Donc à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, à la Libération, on se trouve devant un monde, ou une société, où énormément d'hommes et de femmes de culture ont les yeux tournés vers le communisme, même s'il y a des réserves. Encore que les réserves sur Staline à l'époque étaient retombées. Il y avait eu les procès avant la guerre, mais pendant la guerre, Staline était représenté comme le vainqueur, celui qui avait conduit l'Union soviétique à la victoire sur Hitler, ce qui était d'ailleurs en grande partie vrai. Donc, je me trouve dans un monde où à Normal Sup, il y avait 250 étudiants, élèves à peu près, de nombreuses promotions. On était 30 communistes à la cellule. Il y avait une cellule à Polytechnique. On n'a jamais plus revu. Mais on avait une cellule à la Sorbonne dans chaque discipline. Il y avait une cellule des étudiants d'allemand, il y avait 2 cellules des étudiants d'histoire qui allaient porter la contradiction à l'historien Fernand Braudel, parce qu'il n'était pas assez marxiste. Mais en même temps, c'était un débat d'idées prodigieux. On discutait sans arrêt de philo, d'histoire, de politique. Moi, j'ai le souvenir émerveillé de ces années-là, même si on a dit beaucoup de bêtises. Mais on était passionnés par les idées. Alors vous me direz, les idées ne suffisent pas à changer la société. Effectivement, il faut des forces pour porter les idées. Et je voyais cette force dans le Parti communiste, qui avait près d'1 million de membres, qui a récolté la voix de plus d'un électeur sur 4. C'était un autre monde. Alors, on avance. Votre engagement au PC s'imprime parfaitement. On dit quoi? Vous gravissez les échelons, on dit toujours ça. Mais on vous remarque parce que vous avez une force vous êtes un intellectuel dont on aime écouter les propos, les idées que vous avancez. Et donc, le PC va vous mettre dans ses principales têtes pensées. C'est plus long, mais je regarde le temps, je regarde la montre. Vous êtes député, vous êtes élu député en 67, à un moment où il y a les élections législatives qui sont assez... il y a beaucoup de combats là, on sent que le gaullisme est en train de craquer, vraiment. Et là, vous êtes un acteur politique, mais c'est 1 an avant 1968 qui, pour vous, dans vos mémoires, vous le dites, est une année terrible. Alors pourquoi? Parce que le PC passe à côté de beaucoup de choses, en particulier de ce qui se passe chez les étudiants, et qui est un phénomène mondial, au moins européen. Oui, pour le résumer, je dirais 1968, ça a été pour les communistes français 2 choses, et non pas une. Ce qui justifie l'adjectif terrible. La première, c'est le mouvement étudiant, qui se produisait d'ailleurs dans une grande partie du monde, capitaliste et communiste, Pologne, Tchécoslovaquie, et que nous n'avons pas su apprécier exactement. Je le dis très tranquillement. À mon avis, la situation n'était pas une situation révolutionnaire. Et si nous avions tenté un coup de force pour prendre le pouvoir, ça serait probablement terminé comme la Commune de Paris. Donc il y avait les chars, tout était prêt. On avait à être responsable, garder le sang-froid et pas entraîner le peuple, le monde ouvrier, dans une aventure. C'était pas mûr. Il n'y avait pas les forces. Mais le mouvement étudiant, et en général le mouvement ouvrier à l'époque, faisait surgir, émerger une quantité de valeurs nouvelles, d'idées nouvelles dans le domaine des rapports entre les sexes, de l'écologie, de la pédagogie, des rapports entre les générations. Et le Parti communiste, nous dirigeants, là j'étais dans le noyau dirigeant, nous n'avons pas ressenti suffisamment, nous n'avons pas su voir ces choses nouvelles qui émergeaient. Et nous avons été restrictifs, un peu la bouche en cul de poule, si vous voulez, un petit peu regardant. Ça nous a coûté cher. Voilà d'un côté. De l'autre côté, au même moment, se produit la révolution, le printemps de Prague. Pour nous, dirigeants communistes à l'époque, je m'en souviens comme si c'était avant-hier,
nous suivions avec autant d'attention ce qui se passait à Prague que ce qui se passait à Paris. Or, à Prague, l'enjeu était énorme, parce que ce n'étaient pas des révoltés anticommunistes, c'était des communistes, et puis, je dirais même, passez-moi ce genre d'opposition simpliste, pas des communistes de la base, il y avait la base, mais les premiers dirigeants qui disaient ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut en finir, disons, avec le stalinisme prolongé. Il faut le communisme dans la liberté, les droits de l'homme, ouvert, moderne, la culture, etc. C'était formidable, parce que c'était le changement à l'intérieur du communisme et non pas contre le communisme. C'était en somme pour s'approcher de plus près de ce qu'est, à mon avis, l'idéal communiste. Et nous avons vu tout de suite, d'ailleurs ils nous en ont informé, que les dirigeants soviétiques étaient dressés contre ça. Ça les mettait en cause chez eux. Ils avaient peur de ce qu'ils appelaient la contagion à leur propre peuple. On a bien vu plus tard. Et puis les dirigeants d'Allemagne de l'Est étaient très durs. Alors on a vu se préparer très vite un affrontement, et au lieu de régler les choses par une discussion, par un échange d'arguments et d'idées, les soviétiques et leurs alliés d'Allemagne de l'Est, de Pologne, etc., ont réglé les choses militairement, tranché de problèmes politiques internes à la vie du communisme, à l'avenir du communisme, par les chars et les parachutistes. Moi j'ai su tout de suite que c'était fini. C'était quelque chose d'insurmontable qui venait de se produire. Jamais nous ne renverserions ce fait massif qui s'était produit. Effectivement, dans la suite, en Union soviétique, en Pologne et ailleurs, ce ne sont plus des communistes que Brejnev appelait les révisionnistes qui essayent de changer le communisme de l'intérieur. C'est à l'extérieur des gens qui ont abandonné le communisme ou qui étaient anticommunistes qui cherchent à renverser le système communiste et en finir. C'est un changement capital qui se produit là. Alors vous me direz, oui, mais après, vous faites le programme commun avec les socialistes, l'eurocommunisme. Oui, on a tout tenté pour sauver les choses. Et notamment la jeune génération de dirigeants communistes en France essayait malgré tout de sortir le communisme en Europe occidentale de ce qui s'était produit. Nous avons eu à la fois beaucoup d'audace dans les négociations avec Mitterrand, et nous avons manqué d'audace parce que nous n'avons pas su suffisamment, comme le proposaient en particulier les dirigeants italiens, Enrico Berlinguer, les dirigeants communistes italiens, fédérer en Europe, sur une base européenne, tout ce mouvement. Mais finalement, ça n'a rien donné. Alors, Pierre, donc, c'est en une année, et à la fois le PC est rejeté par la jeunesse et au sein même, et avec même les étudiants communistes qui avaient un peu bougé auparavant. C'est compliqué, rejeté par la jeunesse en partie. Enfin, moi, jamais on a eu tant d'adhérents à l'Union des étudiants communistes. Je me rappelle très bien. C'est très compliqué. Je me rappelle très bien, Pierre, qu'à la fac, quand même, j'y étais, et le PC était sérieusement mis en cause quand même. Oui, c'est sûr. Donc alors il y a ça, et puis il y a les pays de l'Est qui bougent. Il y a cette espèce de tremblement de terre à Prague où on voit bien là aussi que, et puis c'est médiatisé, on comprend tout ça. Donc vous, les dirigeants, alors vous avez fait un effort louable parce que vous êtes allé à Nanterre, essayer de discuter avec Cohn-Bendit, c'est bien vrai. C'était votre ennemi à l'époque, c'est devenu votre ami. Bon, maintenant, aujourd'hui. Cohn-Bendit, c'est un personnage qu'on connaissait pas du tout, sorti comme ça. Et à Nanterre, d'où partaient les événements, un peu avant le déclenchement des choses, donc fin avril, je décide, avec l'accord de la direction des autres dirigeants du parti, d'aller débattre avec les étudiants. Et Cohn-Bendit était d'accord, parce que Cohn-Bendit a sans doute beaucoup de défauts, mais il aime le débat. Donc, et vous aussi, et vous aussi. Moi j'aimais aussi, donc on a pu rentrer, j'ai tout de suite vu que ça allait être très dur, et les maoïstes, eux, c'était à l'époque une tendance très véhémente du mouvement étudiant, étaient contre le débat.
Donc on n'a pas pu le tenir. Je ne vais pas passer par la fenêtre, hein, croyez-moi. C'est ce qui avait été écrit dans les journaux par la porte. À l'époque, oui. Oui. Mais oui, alors donc il y a quand même cette coupure. Et c'est vrai que très vite après, curieusement, avec le programme commun, on va remarcher dans quelque chose. Donc c'est une remise en cause de la part du PC du système communiste, de dire bon, maintenant on va voir ça au niveau français, on va vers un socialisme à la française. C'est ça. Si je me souviens bien des paroles de Georges Marchais, qui avait aussi dit, alors il n'avait pas dit juif allemand en parlant de Cohn-Bendit, c'est pas tout à fait ça, c'était faux, oui. Bon, c'est une histoire. Alors, un article de journal. Quand j'ai été viré de Nanterre, je n'ai pas pu parler, ça a été ressenti par le Parti communiste comme une humiliation. Ouais, on fait la résistance, partie de la classe. Parce qu'il y avait, vous savez, les historiens sont en train de retravailler sur mai 68. Ça va être un petit peu plus complexe que l'histoire racontée par les anciens étudiants de mai 68. Il apparaît par exemple que ça a été un mai très ouvrier. À partir du 13 très ouvrier. C'est la première grève générale réelle dans notre pays et la plus grande grève de toute notre histoire. Et là, nous étions dedans quand même. Hein. Ah oui, donc, oui. Sur mai 68, tout n'est pas encore ouvert. On pousse l'analyse. On ne fait pas le débat aujourd'hui. C'est bien, c'est après le programme commun. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer en France. Il y a eu les élections de 67, c'était chaud. À partir de 70, c'est là que les négociations commencent sérieusement pour un programme commun qui sera signé en 72. C'est ça? On avait commencé avant 67. Parce que, si vous voulez, le déclin du Parti communiste, à mon avis, ça c'est une thèse que j'avance, il remonte très loin. Le Parti communiste a eu en France une position très forte et a pesé, pour l'essentiel de façon positive, selon moi, sur l'avenir du pays entre 1934 et 1947. C'est-à-dire le début du Front populaire, qui est une initiative communiste, ensuite relayée, développée, la résistance, le gouvernement d'union de la gauche et même avec les chrétiens du MRP après la guerre, et les communistes sont virés en 1947. À partir de là, on entre dans la guerre froide. Et le déclin communiste commence. J'ai regardé un peu toutes les données. On continue à avoir des millions de voix. Un petit peu moins, mais enfin, on a des millions de voix. Mais on perd nos journaux les uns après les autres. On a des centaines de journaux à la Libération. Ils disparaissent. On perd la moitié de nos adhérents. On passe de 1 million à 1,5 million, en gros. La CGT a aussi quelques problèmes, etc. Alors on garde des députés, on a beaucoup de voix, mais le sens du vote communiste change. Ça, je crois que les historiens ont encore un travail pour étudier ça. Au lieu d'être un vote pour des gens qui vont aller au gouvernement et éventuellement même avoir le Premier ministre, Thorez, à un moment, avait le plus de voix. On vote pour des gens qui défendent bien les travailleurs et sont un parti protestataire, d'opposition, de résistance, exerçant ce que les théoriciens appelleront à l'époque la fonction tribunicienne. Nous sommes les tribuns du peuple, mais nous n'avons plus la perspective d'arriver au gouvernement. Et naturellement, peu à peu, ça diminue notre impact. Nous ne sommes plus porteurs de la même espérance. Arrive 58, il y a la guerre d'Algérie, il y a tous ces événements, il se passe beaucoup de choses. Là, De Gaulle change la constitution de la France, il va régler le problème algérien, et il porte un coup sensible au Parti communiste, qui perd 5% des voix, qui ne récupérera jamais. Donc la descente a commencé beaucoup plus tôt qu'on ne le dit en général. Une femme en Corse dit au député communiste Giovanni: excusez-moi, j'ai voté pour De Gaulle. Vous êtes le pain de demain, je le sais, mais lui, il est le pain d'aujourd'hui. Vous voyez, là, il y a toutes sortes de choses qui se passent, et le parti, dans les années suivantes, commence à réfléchir. Il se dit, on ne peut pas se cantonner dans cette situation où nous serons les éternels opposants. Nous allons descendre. Il faut absolument retrouver un chemin
qui permettent de participer à la direction de la France et peser vraiment sur les choses. Et c'est là que vient l'idée d'une alliance avec les socialistes sur un programme commun de gouvernement qu'on commence à négocier en 66, 67. Il se trouve qu'ayant une bonne santé, j'ai participé à toutes les réunions. Ça a été une affaire longue et passionnante, mais qui aboutit en 1972 à la signature d'un premier programme commun de gouvernement. Bon, on n'est pas élu, Mitterrand échoue de justesse, et en 77, on va signer un nouveau programme, et à ce moment-là se passe un drame affreux. Georges Marchais et quelques autres décident qu'on ne peut pas continuer, que c'est trop dangereux. Ça, c'est une phase de notre histoire que j'ai encore pas pleinement éclaircie. C'est encore un mystère. On n'a jamais compris pourquoi Marchais dit on arrête, c'est la rupture avec les socialistes, alors que... Ça arrangeait Mitterrand aussi. Parce que Mitterrand, on l'avait dédouané sur sa gauche. Il faut quand même voir que Mitterrand, c'est l'homme qui, au moment du déclenchement de la guerre d'Algérie, avec Mendes France, prononce des phrases inimaginables. C'est des bandits, on va les poursuivre, on les met en place le gouvernement. Mitterrand a signé plus de 40 condamnations à mort d'Algériens qui ont été exécutés, etc. Et Mendes France, pas mieux. Donc, ils avaient quand même beaucoup de choses à se faire pardonner. Il va y avoir la guerre d'Indochine, etc. Il y a des aventures militaires en Afrique. Les socialistes sont quand même très forts, là. Je crois que comme nous voulions l'union avec eux, parce qu'il n'y avait pas d'autre débouché possible. Aragon me disait un jour, le pas cité, qu'est-ce que tu veux, ils sont affreux, mais on peut rien faire sans eux. Hein. C'est ça. Nous avons été très loin. Nous avons été très loin. Alors, et nous, de notre côté, nous avions le poids du stalinisme, même si on n'avait pas été vraiment stalinien, on n'a jamais tué personne. Hein. C'est ça aussi. Je me permets une petite réflexion en passant. C'est parce qu'on est dans un cercle intime. Nous n'avons jamais exécuté personne. Nous n'avons pas mené de guerre coloniale. Nous n'avons pas désigné un proconsul qui a organisé la torture en Algérie, etc., etc. Hein. Mais à cela, tout est pardonné. Alors Pierre, il nous reste... Tandis que nous n'avons pas désapprouvé Staline quand il faisait des choses horribles, et on ne nous le pardonne pas encore aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose qui me préoccupe et qui est quelque chose de fondamental. Les communistes, le communisme, ça fait encore peur. Pierre, il nous reste 10 minutes pour la première partie, avant une pause. Alors, le Parti communiste aussi, vous l'avez quitté. Un jour, vous avez mené un combat à l'interne. Ben oui, mais il faut arriver au bout de l'histoire. Il y a un long chapitre très intéressant dans vos mémoires qui s'appelle « Camarades tabous ». Alors on peut peut-être commencer par là, enfin raconter cette histoire-là, votre combat interne et puis votre rupture avec le PC. Plus tard, vous êtes candidat au présidentiel en 88. Mais comment ça se construit, ça? Qu'est-ce qui vous décide finalement à partir? C'est difficile à dire. C'est évidemment un cheminement qui s'est fait en moi. Il y a un moment où j'ai pensé que ça ne pouvait pas continuer. Alors il y a des incidents que je raconte dans mes mémoires. Une fois, Georges Marchais, qui avait eu un infarctus qu'on avait caché, il en a eu 2, non pas un seul, était en Bulgarie, il vient, il raconte, j'ai été merveilleusement soigné, ça montre la supériorité du régime socialiste sur le régime capitaliste, vous lui avez fait des échographies, ça se passe au bureau politique dans l'intimité, et moi il se trouve que j'étais allé en Bulgarie pour le voir, et j'étais avec mon fils qui avait eu un accident, il avait été soigné, j'y avais tenu, non pas à l'hôpital des dirigeants du parti, mais à l'hôpital commun à Varna, et j'avais vu ce qu'était cet hôpital. Hein. C'était l'hôpital d'Ajaccio il y a 80 ans. Je lui ai dit, écoute, non, ça marche pas. Hein, tu as vu l'hôpital du parti, mais la population, il y a encore beaucoup de retard. Et il me répond, Pierre est en train de perdre confiance dans la classe ouvrière et dans le socialisme. C'est le petit détail qui fait qu'on se dit, mais avec qui suis-je en train de partager la direction d'un parti? Hein? Il y en a eu d'autres. L'avion abattu en Corée, où j'ai dit,
Non, l'avion coréen abattu par la chasse soviétique, c'est un avion civil. Il y a eu d'autres incidents que je raconte plus ou moins. Ce que je voyais dans l'Afghanistan, etc., tout ça. Etc. Et peu à peu, je me suis dit, il faut que ça change. Et ils n'ont pas voulu. Voilà. Oui, alors vous le résumez vite, parce que ça a été un long combat quand même, et ça a été aussi de la souffrance, hein, puisque vous avez été isolé complètement. Un jour marché. Alors, à un moment, bon, ça a d'abord cheminé dans le secret du bureau politique, puis un jour, après les élections européennes, où on avait fait 10%, là, je parle à TF1, c'était porte-parole du parti, je parle à TF1 à midi, le lundi, chez Mourouzi, et je dis, il faut rénover le Parti communiste, hein. Ça ne peut pas continuer. Et bon, alors là, le branle-bas de combat, bureau politique. Je voudrais quand même dire qu'un autre membre du bureau politique, qui était un ancien ouvrier Renault, Claude Popren, m'a soutenu jusqu'au bout, quoi qu'il lui en écoutait. Je lui serre toujours la main avec beaucoup de respect. J'étais pas seul, mais ils ont étouffé tout ça. Voilà. Alors, bon, Fitterman m'a dit, écoute, Charles Fitterman, c'était l'adjoint de Marchais, on le voyait comme le futur secrétaire général du parti, c'était un homme remarquable. Et il me dit, écoute, arrête, tu vois bien, c'est foutu, tu gagneras pas. Il me disait pas que j'avais tort, mais tu te planques dans le bureau politique et tu bouges plus. Ben, j'ai dit non. Ça, on le fait depuis des mois et des années. La prochaine fois, on sera à 6%, etc. Et on ne répond pas aux questions qui sont réellement posées. Il faut les poser. Je savais à partir de ce moment-là que le résultat chiffré électoral serait désastreux. Mais j'ai fait une campagne d'agitation d'idées, de témoignages, pour remuer les choses. Ça remuait pas mal de choses. Les anciens des comités Juquin, pour la plupart, sont des gens qui, s'ils vivent encore, il y en a pas mal, sont très engagés dans les bons combats écologiques, sociaux, syndicaux. Il y en a qui sont au Parti Socialiste, il y en a chez les Verts. Daniel Auroy animait un comité Juquin à Clermont. Il rassemblait beaucoup de gens. Je crois qu'il fallait le faire, et non pas essayer d'avancer par la bande. Peut-être l'ai-je essayé trop longtemps. Alors, mais résultat des courses, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Avant de se quitter, allez, 5 minutes là, pour la première partie, je dis bien, on pourra plus tard dans la deuxième partie avoir des questions de la salle, mais je voudrais vous donner la parole le plus possible. Pour finir ce parcours-là, à la fin de vos mémoires, il y a un chapitre qui dit « Donnez l'outil à d'autres ». C'est une très belle conclusion sur votre vision du monde, sur le passage dans ce siècle, et puis votre vision du monde futur. Et depuis la parution de vos mémoires en 2007, le monde a été profondément bouleversé une nouvelle fois. Alors, qu'est-ce qui vous enthousiasme ou qui vous inquiète aujourd'hui? Vous avez pas plus de 5 minutes pour répondre. Facile, hein. Moi, je vous dirais, à court et moyen terme, je suis pessimiste sur l'évolution du monde. Je ne vois pas comment on va soulever la carapace du capital financier, la planète capitale, et avec toutes les conséquences sociales, morales, culturelles et écologiques très graves qui en résultent. Mais à long terme, je suis optimiste, parce que je ne vois pas l'humanité supporter pendant un siècle ou plus encore ce régime abominable qui détruit l'homme et la nature. Alors comment ça se fera? Où? Dans quelles circonstances? J'en sais rien. Et je crois que personne ne le sait. Mais mon objectif à moi, tout petit, minuscule, moléculaire, c'est semer quelques petites graines, si beaucoup le font, à un moment, quelque part, au Brésil, en Inde, en Europe, je ne sais pas où, il y aura une prise de conscience. Est-ce que ça se fera sous la forme d'un nouveau parti communiste? Franchement, je vais vous le dire, je ne pense pas. D'ailleurs, les partis communistes eux-mêmes ont innové complètement par rapport à ce qu'il y avait avant eux.
Je crois que ce sera d'autres formes. Je ne suis même pas sûr que la forme partidaire, la forme d'un parti politique, ça soit la forme la plus utile, la plus efficace. On retrouve le mot que vous citiez et que j'ai souvent cité, c'est un mot que j'emprunte à Jaurès. Jaurès disait aux mineurs de Carmaux, « Travailleurs, ne passez pas l'outil à d'autres. » Ça veut dire que les gens doivent prendre le pouvoir eux-mêmes, l'exercer eux-mêmes. Le pouvoir, c'est déjà plus le pouvoir. Parce que s'il ne s'exerce pas sur d'autres hommes, c'est la gestion des affaires, le gouvernement. Et regardez dans les usines, on nous parle de démocratie, tout. Actuellement, l'usine, c'est un mur avec une porte, et sur la porte, il est écrit, en lettres invisibles mais bien réelles, ici, tu cesses d'être un citoyen. Mais ça, il faut le changer. Dans l'usine, hors de l'usine, dans les champs, dans les villes, partout. Il faut agir comme des citoyens, faire de la politique au sens vrai du terme, prendre les choses en main. Enfin, la production. Qui décide ce qu'on produit? Avec quoi et comment on le produit? Pour qui on le produit? Finalement, c'est assez mystérieux. Monsanto veut régler le problème de l'alimentation mondiale dans une espèce de cercle fermé en fonction de ses critères à lui, qui sont le profit, une technologie folle, etc. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut changer. Que nous prenions le pouvoir. Alors, ça peut se faire sur une petite base, mais c'est vrai qu'à l'échelle de 8 ou bientôt 9 milliards de personnes sur cette planète, il faudra trouver des formes d'échange, d'organisation, pour créer un rapport de force, car le rapport de force est aujourd'hui, politiquement, défavorable aux forces de progrès. Je crois qu'il faut le voir, aux forces ouvrières, paysannes et démocratiques. Ça nous amène d'ailleurs à réviser beaucoup de choses. Par exemple, prolétariat. C'est quoi le prolétariat aujourd'hui? Ce ne sont pas que les ouvriers d'usine. Il y a 2,5 milliards de paysans pauvres sur cette terre. Il faut aller avec eux. C'est les intellectuels, c'est l'intelligence technique, c'est une quantité de gens. Il faut que nous arrivions à les rassembler. Peut-être des outils comme l'informatique et tout, Internet, permettent cela. On verra. Mais il faut élaborer des idées, développer des combats et les unifier à l'échelle du monde. Alors le local, très important, à condition qu'il s'articule avec le planétaire. Mais là, je suis trop bref. Et de toute façon, on est arrivé au bout de l'enregistrement de la première partie. Merci Pierre. On va faire une pause d'un quart d'heure, 20 minutes maximum, et on se retrouve pour parler plus spécifiquement d'Aragon ici. Merci. Bon. Alors on va